Bon, alors bonjour à tous, je m'appelle Yousna Aboudou et je serai la chairman pour cette session. Je vais juste vous rappeler les consignes qui ont été données en plénière. C'est 5 minutes de présentation. Au bout de 4 minutes, je lèverai la main pour que vous essayiez de finir. Et au bout de 5 minutes, bah, je me lèverai pour vraiment... Enfin, j'espère que j'arriverai pas jusque-là. Bon, alors on va commencer. Ah, aussi, je n'ai qu'un micro, donc pour ceux qui sont en groupe, il faudra juste vous le faire passer. Ok. Ah, bien sûr, comme par hasard. Plus pour à ce moment-là. Ok. Donc, Lila Pello. Donc bonjour à tous. Je suis actuellement en première année de cursus ingénieur à AgroParisTech qui m'a permis d'effectuer un stage grâce à l'UE La Recherche et moi dans l'UMR Eco6 travaillant sur l'écophysiologie. J'ai eu l'occasion de découvrir de nombreux domaines, en particulier sur le fonctionnement aérien et souterrain des plantes cultivées. J'ai notamment travaillé sur une synthèse bibliographique sur les poils absorbants, mais ici je vais vous parler plutôt du fonctionnement aérien et de mon travail sur ce fonctionnement aérien. Chez les plantes, le positionnement des feuilles est optimisé afin d'assurer la photosynthèse en captant suffisamment de lumière. L'angle de divergence, donc l'angle entre deux feuilles, et le plus commun est le golden angle de 137,5 degrés. C'est ce qu'on trouve chez le colza avec une phyllotaxie alterne spiralée, c'est-à-dire que les feuilles sont positionnées autour de la tige avec une seule feuille par nœud. Mais il existe d'autres phyllotaxies, comme celle de la févrole, avec une phyllotaxie alterne distique, donc deux feuilles par nœud qui sont sur un même plan. On attend du coup un angle de divergence de 180 degrés. En raison d'un manque de littérature, actuellement on utilise ces valeurs d'angle de divergence. Cependant, dans le cas d'associations de cultures ou d'une forte densité, ces angles peuvent être modifiés. Mon travail a du coup été de voir si la phyllotaxie est modifiée en fonction de la présence d'une autre plante, en particulier dans les cas d'association du colza et de la févrole. En effet, ça pourrait avoir une incidence sur la captation de la lumière et du coup sur le rendement du couvert végétal. Donc, mon travail a été de vérifier ces valeurs donc, de divergence dans le cas de l'association colza-févrole. Donc, le choix de cette association s'est effectué à partir d'un projet, le projet Sligout, qui est effectué dans le laboratoire dans lequel je travaille. Cette association, elle est à la fois caractérisée et modélisée actuellement car elle a un intérêt d'un point de vue agronomique. Elle pourrait permettre de mettre moins d'intrants azotés. En effet, la févrole capte l'azote de l'air et l'enfuit ensuite dans le sol, ce qui permet de nourrir entre guillemets le colza en azote. Donc pour mener à bien mon travail, j'ai créé une base de données à partir de calques, donc comme ceci. Sur ces calques, qui ont été faits à partir d'expériences en plein champ, on a positionné du colza et des févroles et on a reporté les feuilles et leur positionnement sur ces calques et ensuite on a mesuré les angles de divergence. Dans cette expérience, on a étudié deux variétés de colza, la variété Aviso, qui est un colza d'hiver, et la variété Vig plus 03, qui est un colza plus vigoureux, pour voir s'il y a aussi une différence d'angle de divergence due aux variétés. Donc, à partir de cette base de données, on observe différentes conclusions. Tout d'abord, on observe que l'angle de divergence dans le cas de colza-févrole proche est plus faible que dans le cas de colza proche aussi. Donc on peut se dire que la févrole a un impact sur la phyllotaxie et qu'il y aurait une stratégie d'évitement de la part du colza, cherchant du coup à capter plus de lumière en modifiant son angle de divergence. Cependant, dès qu'on a des traitements plus éloignés, donc supérieurs à 8 cm entre deux plantes,
les valeurs sont moins significatives et donc cela peut s'expliquer parce qu'il y aurait plus de place pour les plantes et donc moins de compétition pour la lumière. On observe aussi que la variété de colza ou Aviso ou VIC plus 0,3 n'intervient pas de manière significative sur l'angle de divergence. On a aussi regardé l'angle de divergence par rapport au numéro de la feuille pour savoir s'il y a une variation sur la tige. Donc au niveau de la févrole, on observe qu'il n'y a pas de différence significative et qu'il y a énormément de variabilité dans l'échantillon, ce qui donne des valeurs qui sont très recoupées. Et on observe par contre un angle de divergence moyen autour de 140 degrés au lieu de 180 attendus. Donc ça peut s'expliquer par la forte variabilité, ce qui va faire modifier fortement la moyenne. Par contre, au niveau du colza, on observe que dans les feuilles inférieures dans les feuilles plus petites que 10, donc sur les premières feuilles, il y a un angle de divergence qui est vraiment inférieur aux 137,5 degrés attendus. Par contre, plus on augmente, plus on s'approche de cet angle théorique. Et donc cela peut s'expliquer par une stratégie afin d'éviter la superposition des plantes supérieures sur les inférieures. Donc ces données permettent d'être plus précis dans nos modèles et donc de pouvoir caractériser ensuite l'association colza-févrole. Merci. Alors, c'est au tour de Abdelkader Tadji. Bonjour à vous tous et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de recherche de fin de licence dans une étude d'impact des politiques sur l'orientation et les carrières post-bac sous la supervision de mon enseignant Jean-Noël Sen. Donc tout d'abord il faut définir dans quel sens je dirige mes recherches. En fait, qu'est-ce que c'est l'économie de l'éducation? C'est une branche de l'économie appliquée, c'est-à-dire on s'inspire de la théorie économique qu'on applique à la thématique de l'éducation. Et en fait, l'économie de l'éducation, elle se différencie par deux traits. Tout d'abord, le fait qu'on s'intéresse plus à l'analyse de l'allocation des ressources, c'est-à-dire en fait avec le budget, exemple dans le cas français du budget de l'éducation nationale, comment on peut optimiser exemple, les performances scolaires des élèves et ainsi de suite. Mais d'autre part, on peut s'intéresser aussi au modèle, comme on peut avoir un modèle plutôt privé dans le cas américain ou public dans le cas français. Mais aussi, on utilise aussi les méthodes de l'économie, donc surtout inspirées de l'économétrie, pour la place importante de l'évaluation des politiques et des interventions pour savoir si l'impact est positif ou pas, quelles que soient les situations. À la différence de la sociologie où on s'inspire plus des méthodes dites qualitatives, dans le cas de l'économie, c'est plus quantitatif. Alors, l'enjeu de ce projet, en fait, est de savoir plutôt comment en fait réduire ces inégalités des chances, parce qu'en fait, d'après Julien Grevenet, en fait, l'orientation des étudiants se joue surtout en fait avant le bac, et en fait pour ça, il s'est inspiré d'une méthode où il a pu avoir les données de tout l'ensemble des élèves entre 2006 et 2016. Et en fait, on constate par Elise Ulrich qu'en fait, il y a quatre facteurs désignant ces inégalités. C'est le niveau scolaire, le coût financier, le manque d'information qu'on peut le retrouver, par exemple, sur les personnes qui sont admises à Sciences Po Paris ou à Dauphine. On constate que certains établissements, leurs élèves ont candidaté à aucun des deux, ni à Sciences Po, ni à Dauphine, ce qui montre le fait qu'il y a une asymétrie d'information, et surtout la confiance en soi qu'on peut désigner donc, par l'autocensure. Pour cela, l'objectif a été donc de dresser un état des lieux, et aussi le projet vise à identifier les politiques qui influencent l'orientation post-bac, ainsi dans l'objectif de réduire les inégalités des chances.
Alors, en termes de méthodologie, donc, je me suis intéressé par une méthode plutôt simple, ce qui est la revue littéraire. Donc, je me suis inspiré de toute la bibliographie, que ce soit en économie, mais aussi de la thématique de l'éducation, donc principalement, exemple, avec Agnès van Zanten pour la sociologie de l'éducation. Et pour mesurer cela, en fait, je me suis inspiré de 3 types d'actions qui ont été des choix que je vais expliquer. La première était donc les politiques de ville, parce qu'on se rend compte que Julien Grenier explique aussi que l'aspect géographique joue énormément. L'action des associations qu'on ne mesure pas assez, que ce soit à l'intermédiaire par JUPDECO ou article 1, par exemple leur action qu'ils appellent vers le SUP, et pour finir les politiques des établissements supérieurs, donc dans le cas du tutorat, l'accord de la réussite ou exemple la licence en 4 ans. Et en fait, ce qui m'a permis aussi de faire une étude dans cette totalité de 26 politiques et actions. On n'a pas eu le temps de présenter les 26, mais par contre, cette revue en fait m'a permis aussi de montrer plusieurs facteurs qui montrent les limitations de certains impacts politiques. Donc la première, c'est le fait que les priorités des politiques et le rôle des infrastructures dans les politiques éducatives. Exemple, on a vu les QPV, quartiers prioritaires de la ville. Mais en fait, leur mission première, c'est pas de réduire les inégalités scolaires ou réduire les inégalités d'échange. C'est plutôt dans une aspiration de réduire la pauvreté. D'autre part, j'ai pu constater qu'en fait, il y a un impact marginal et peu mesurable des associations. Peu mesurable parce que c'était par rapport au fait qu'il y a peu d'études qui montrent leur impact, et marginal parce qu'en fait, on voit un impact positif, mais dans le sens, en fait, on ne peut pas les additionner dans ce sens-là. On ne sait pas, en fait, si on mesure toutes les associations, en fait, quel est cet impact. Et c'est pour ça aussi que, comme je le dis, que certains impacts sont positifs, mais un impact très local. On peut prendre l'exemple de JUPDECO, qui a un impact en lien avec quelques lycées. Donc voilà. Et surtout, le plus important, et c'est que ça a été aussi dit par Agnès van Zanten, en fait, il y a un éparpillement des différentes politiques et surtout un manque de coordination, parce qu'on a l'impression que toutes les associations, que ce soit les associations, les politiques de ville ou même les politiques des établissements supérieurs, personnellement, j'ai pu constater qu'il y a des coordinations, mais il manque trop de coordination dans le sens où en fait, chaque action fonctionne dans son coin, sans pour autant se regrouper. Et en fait, l'exemple le plus marquant et médiatique, c'est l'accord de la réussite. Cependant, quand on s'intéresse à combien d'élèves ça touche que 1,55% des collégiens et lycéens de l'ensemble des lycéens et des collégiens. Donc voilà. Et donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et un peu vous éclaircir un petit peu la dimension des inégalités d'échange et l'enjeu qui ont été. Voilà, merci à vous. Merci pour ta présentation. Maintenant, on va passer par une petite vidéo de Irène Masson. Et si la forme des fraises de votre potager pouvait vous renseigner sur la qualité de la pollinisation de votre jardin? Je suis étudiante en deuxième année à Agroparitech et j'effectue mon stage au sein de l'UNR ESE à Dider pendant une après-midi par semaine de septembre 2023 à mars 2022. Avant de répondre à cette problématique en vous présentant mon projet, nous allons revenir un instant au processus de formation des fraises. Les fleurs des fraisiers sont en réalité des inflorescences, c'est-à-dire que ce que l'on appelle fleur est en fait un ensemble de fleurs. La fécondation de chaque fleur entraîne le développement du fruit, l'akène, ainsi que du réceptacle à proximité. C'est le réceptacle qui devient charnu et que nous mangeons. Mais si toutes les fleurs ne sont pas fécondées, seules quelques parties du réceptacle se développent, menant ainsi à une forme irrégulière du fruit. Donc comprendrons bien en quoi les pollinisateurs jouent un rôle essentiel dans la formation de belles fraises. La pollinisation par les insectes permet une bonne répartition du pollen sur l'ensemble de l'inflorescence. La fécondation est donc complète, ce qui entraîne le développement de tout le réceptacle et donc une belle fraise. Et inversement. Mon projet de recherche avait pour but de déterminer un indice de déformation à partir de photos de fraises et de voir si cette déformation pouvait être liée à la pollinisation que les fleurs avaient reçue. Pour cela, je disposais de photos de fraises cultivées en serre issues d'une précédente expérience divisée en 2 groupes. Un groupe de fruits pollinisés à la main, pollinisation considérée comme complète, et un groupe de fruits non pollinisés. Le premier objectif était d'obtenir le contour et des mesures caractéristiques des fraises et d'automatiser la prise de
cela, nous sommes passés par Python et sa bibliothèque OpenCV et nous avons développé un algorithme d'analyse d'image. La première étape a été de segmenter la photo de façon binaire, les pixels qui font partie de la fraise et ceux qui n'en font pas partie. Pour cela, nous avons filtré les pixels par rapport à leur couleur. Les pixels rouges étaient considérés comme faisant partie de la fraise. Ensuite, nous sommes passés par des étapes d'érosion et de dilatation pour lisser les zones obtenues. Enfin, nous avons récupéré les contours de ces zones ainsi que les mesures suivantes: longueur, largeur, aire et périmètre via des fonctions de la bibliothèque OpenCV. Il a suffi d'automatiser le traitement et nous avons obtenu tous les contours de nos fraises. On peut néanmoins noter que certains de ces détourages n'étaient pas encore parfaits. Ensuite, le deuxième objectif a été d'utiliser ces contours pour évaluer la déformation des fraises. Parce que oui, visuellement, on semble observer des différences entre les deux groupes, mais qu'en est-il réellement? Quel indicateur chiffré pourrait être significativement différent entre les deux groupes? Des analyses statistiques nous ont permis d'identifier les meilleurs indicateurs permettant de différencier les deux groupes. Il s'agit de la longueur et du périmètre, qui sont en moyenne plus réduits chez les fraises non pollinisées. Ce seront donc nos indicateurs de déformation. Terminé, le troisième objectif était de savoir si l'on pouvait prédire la pollinisation avec nos indices de déformation. Pour cela, nous avons construit un modèle de prédiction du caractère pollinisé ou non d'une fraise. Nous divisons nos données en deux groupes. Un groupe d'entraînement, sur lequel nous avons ajusté un modèle logistique à partir des mensurations retenues, donc ici longueur et périmètre. Ce modèle va nous permettre de prédire le statut de pollinisation du groupe restant. On en déduit ensuite le pourcentage de bonne classification. En répétant la prédiction 50 fois avec nos deux paramètres, nous sommes arrivés à prédire le bon état de pollinisation dans 80% du temps, en moyenne, avec un écart type de 11%. La longueur et le périmètre semblent être de bons indicateurs quant au caractère pollinisé ou non d'une fraise. En conclusion, nous avons montré qu'il est possible d'automatiser la prise de mesure des fraises à partir de photos, que certaines de ces mesures, en particulier la longueur et le périmètre, permettent de différencier les deux groupes expérimentaux, et que ces mesures permettent également de prédire le caractère pollinisé ou non d'une fraise. Il reste encore un peu de travail pour évaluer si ces mesures seront suffisantes pour déceler un déficit de pollinisation sur des fraisiers en plein air ou pour améliorer notre algorithme de détection de contours des fraises par exemple. Cependant, ce travail est prometteur et cet outil pourrait être utile sur d'autres travaux. D'abord, il pourrait servir sur d'autres projets de recherche du laboratoire, notamment sur la thèse d'un doctorant de l'équipe qui est amené à mesurer le service de pollinisation dans des jardins de particuliers. Aussi, on pourrait plus largement imaginer que cet outil permette le développement d'un programme de sciences participatives sur le service de pollinisation en France, où des jardiniers pourraient prendre en photo leurs fraises, alimentant ainsi une base de données. Cette base de données pourrait permettre un suivi du service de pollinisation dans le temps et dans l'espace, et en retour, le jardinier pourra avoir un diagnostic du service de pollinisation qui a lieu dans son jardin. Merci pour votre attention. Je remercie tout particulièrement Blanche Foulard pour son soutien et ses conseils, et tous les autres membres du BINEF qui m'ont chaleureusement accueilli tout au long de ce stage. Excusez-moi. Alors, pour la prochaine présentation, ce sera Bena Yona, Émeric Rivière et Agathe Daubenton. Ok. Oh, ça a quitté. Guillaume, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Je suis pas allumée, je sais pas comment ça fait pour quitter. Oui, c'est bon. Merci.
si je vous parle d'os et de dents, vous me direz, cela n'a plus aucun secret pour vous. Pourtant, l'échelle microscopique de ces matériaux est encore très mal connue. Dans les grandes lignes, on comprend comment fonctionne un os et comment fonctionne une dent. Mais à l'échelle des micromètres, des nanomètres, il y a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre. Nous allons vous présenter ici le travail que nous avons réalisé sur une durée de 3 semestres en parallèle de notre cursus ingénieur à Centrale Supélec. Les dents et les os sont composés d'une protéine, le collagène, et d'un minéral, l'hydroxyapatite, qui sont imbriqués entre eux à l'échelle du nanomètre, mais cette imbrication est très mal connue. Nous avons essayé de proposer un modèle tridimensionnel qui permettrait de comprendre donc cette imbrication et à terme de mieux adapter notamment les prothèses dentaires ou osseuses afin d'être mieux adaptées à la surface de l'os ou de la dent cassée. Alors, nous avons commencé par dans une première étape par chercher les travaux qui avaient déjà été faits, donc une étape de bibliographie. Nous avons trouvé notamment 2 modèles qui ont tous les deux été réalisés en 2018. Donc ce sont 2 modèles qui sont sur l'os. Et pour mieux nous approprier ces modèles, on a choisi de les reproduire sur des logiciels de modélisation 3D, donc Rhino 3D et COMSOL. Et il nous a semblé que ces modèles présentaient certaines limites. Notamment pour le premier, par exemple, on peut voir que la fibre de collagène que vous voyez au centre là, en violet et blanc, que cette fibre de collagène n'était pas prise en compte dans la disposition du modèle, c'est-à-dire que le modèle est le même qu'elle soit présente ou pas. Puisqu'en rouge, ce que vous pouvez voir sont les cristaux d'hydroxyapatite proposés par le modèle. Et donc ça ne correspondait pas en fait avec les observations microscopiques qui ont été réalisées. Donc ce sera pour le deuxième modèle, il nous a également semblé que ça ne correspondait pas avec les observations réalisées. Et donc nous avons vu la nécessité de proposer notre propre modèle. Bien sûr, on ne peut pas uniquement faire de la bibliographie dans un travail de recherche. On a voulu faire nous-mêmes nos observations. C'est pour ça qu'on est parti d'un œuf de bœuf acheté chez le boucher, un os de bœuf, pardon, qu'on a découpé et ensuite poli. On voulait avoir en effet une surface la plus plane possible pour réaliser des observations au microscope optique et au microscope électronique à balayage qui permettent des précisions assez importantes. Donc ici, on a 4 photos. On a d'abord le microscope électronique à balayage du laboratoire de mécanique Paris-Saclay qui nous a gentiment accueillis pour nos observations. On a aussi les échantillons préparés spécialement pour pouvoir être observés. Et enfin, on a l'observation d'abord au microscope optique qui est un peu plus de loin. Et au microscope électronique à balayage, on a une bien meilleure précision. Ici, on voit par exemple la structure d'ostéon d'un os à une centaine de microns. Et donc nous avons proposé un premier modèle pour l'os. Alors je parle de premier modèle parce que c'est un modèle qui se situe à une échelle inférieure en réalité au modèle que nous avons déjà vu. C'est ici ce que nous voyons sont des fibrilles de collagène et qui, regroupées ensemble, forment une fibre de collagène que nous avons vue tout à l'heure. Mais nous savons, par la bibliographie notamment, qu'il y a des cristaux d'hydroxyapatite au sein même des fibres de collagène, et il nous est paru important de d'abord caractériser cet imbriquement-là. Alors, la structure des fibrilles de collagène fait plutôt l'unanimité dans une fibre de collagène. Grâce à la bibliographie, nous avons pu insérer les cristaux d'hydroxyapatite. Ici, nous sommes basés en fait sur la bibliographie avec les mesures qui ont été faites pour proposer ce modèle. Et comme vous pouvez le voir, c'est un modèle qui est incompatible en fait avec le premier modèle proposé tout à l'heure, puisque nous ne pouvons pas avoir des fibres de cristaux d'hydroxyapatite qui passent dans une fibre de collagène. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présentation.
Accueillons Kathleen Moret de Moura et Yanis d'Argent. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Kathleen Moret de Moura et je suis étudiante en Master 1 en génie des procédés à l'Université Paris-Saclay. Et je suis accompagnée de Yanis d'Argent, étudiant en 5e année à Polytechnique. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre sujet de stage étant l'étude de l'hydrodynamique d'un tambour tournant qui s'effectue à Seyfoud à Palaiseau. Donc tout d'abord, je vais vous mettre dans le contexte de l'étude. Qu'est-ce qu'un tambour tournant? C'est tout simplement un appareil cylindrique qui possède des dimensions variées. On en a étudié un à l'UTC de Compiègne qui s'appelle le Granudrum et qui est à l'échelle laboratoire. Et dans notre laboratoire Seyfoud, nous avons un qui s'appelle le Big Drum et qui est utilisé à l'échelle pilote. Dans ces tambours, nous allons placer des particules type alimentaire, c'est-à-dire par exemple du quinoa, des pâtes perles, etc. Et nous allons étudier l'hydrodynamique que nous allons expliquer ultérieurement. Dans ces tambours, ils sont souvent utilisés pour des procédés, pour tout ce qui va être transformation de l'aliment, de matières premières, etc. Au niveau des applications industrielles, cela peut être utilisé pour tout ce qui va être mélange, séchage de poudre, traitement des déchets, etc. Au niveau du stage, mes objectifs sont alors d'étudier les phénomènes hydrodynamiques et de proposer un nouveau dimensionnement d'un tambour qui soit à la fois efficace et pratique au niveau des manipulations. Et pour cela, je vais utiliser de la simulation DEM, Discrete Element Method. Quant à moi, mes objectifs sont donc de comparer les résultats expérimentaux avec les simulations par ordinateur et d'étendre le modèle déjà existant à d'autres types de particules. Donc, au niveau de l'hydrodynamique dans les tambours tournants, il y a plusieurs régimes d'écoulement possibles qui dépendent donc de la vitesse du tambour, de sa taille ainsi que du taux de remplissage. Et nous, on s'intéresse en particulier à celui qu'on appelle le rolling, puisque c'est celui où le mélange des particules est le plus efficace. Donc, vous pouvez voir dans la figure au centre que dans ce régime d'écoulement-là, le lit de particules est décomposé en deux zones qu'on appelle couche active, là où il y a plus de mouvement, et la couche passive. Et le lit de particules forme un angle qu'on appelle angle de talus dynamique, qu'on peut mesurer. Comme vous pouvez voir ici, c'est un angle qui se forme très rapidement et qui est assez stable dans le temps. Donc on peut mesurer très facilement. Et on peut aussi mesurer l'angle de talus statique juste en prenant l'angle de la pile de particules. Donc on vous présente ici quelques résultats qu'on a pu mesurer. Donc on a mesuré les angles de talus dynamiques à différentes vitesses de rotation. Pour différentes particules, on présente ici le quinoa et les perles de pâte. Et donc, on a pu alimenter notre base de données pour calibrer les modèles de simulation. Donc, on voit qu'avec en augmentant la vitesse de rotation, l'angle de talus augmente lui aussi. Et de manière donc de 0 à 20 RPM, c'est là où on est dans le rolling, c'est plutôt linéaire. Et on a aussi comparé des particules qui étaient colorées et non colorées, puisque on voulait voir l'impact de la peinture qu'on met sur les particules. Et malheureusement, on peut voir qu'il y a une différence significative entre ces deux particules. Donc comme vous venez de l'entendre, on colorie des particules, mais dans quel but? Parce qu'en fait, nous voulons étudier le mélange qui fait partie d'un des phénomènes caractéristiques. Et pour cela, on va utiliser la méthode des contacts. Sur la figure 8, comment on procède? Tout simplement, on va séparer des particules colorées de l'autre verticalement. Et puis, nous allons mettre en rotation le tambour à une vitesse constante. Et au fur et à mesure du temps, on va observer le mélange. Ensuite, par MATLAB, on va récupérer un graphique qui va nous permettre d'obtenir le temps caractéristique du mélange. Ensuite, pour le nouveau dimensionnement du tambour, nous voulons l'effectuer transparent si possible, parce que nous voulons étudier le mélange sous la direction axiale. Et comme vous pouvez le constater sur la figure 8, nous l'étudions que sur une coupe transversale. Ici, donc, on vous montre la comparaison entre les résultats expérimentaux en haut et la simulation en bas. Donc, pour une rotation du tambour, donc chaque image prise au même moment.
Et donc on peut voir que le modèle qui a été établi pour le mélange correspond assez bien à la réalité. Donc, en conclusion, ce que nous pouvons en dire, c'est que pour le nouveau dimensionnement du tambour, c'est toujours en recherche. Donc, on cherche à optimiser ce qu'on a envie d'obtenir à la fin. Donc, le modèle déjà existant est plutôt bon donc, pour le quinoa, mais ne correspond pas très bien aux autres types de particules qu'on a au labo. Donc, mon but va être de faire d'abord des tests de sensibilité pour déterminer les paramètres les plus influents du modèle et améliorer le modèle pour les autres types de particules. Et on a aussi pu, pendant notre stage, alimenter la base de données du laboratoire avec tout un tas de particules qu'on a pu faire des mesures avec. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour votre présentation. Alors, présentation 43. Édouard, Nabil Alami et Raphaël Pinditermier. J'ai mal dit. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet études paramétriques d'un linéaire acoustique. Alors, c'est un projet qui s'inscrit qui a été fait par 4 étudiants de première année de master à Centrale Supélec et qui s'inscrit dans le cadre du pôle projet formation à la recherche. Sans plus tarder, commençons. Comment diminuer la pollution acoustique dans un réacteur d'avion? C'est la question à laquelle nous avons voulu répondre. L'idée de base, c'est d'utiliser des linéaires acoustiques. Alors, qu'est-ce que c'est des linéaires acoustiques, vous allez me dire? C'est des revêtements que nous appliquons à la sortie du réacteur d'avion, donc juste ici, et qui utilisent le principe de résonance de Helmholtz pour dissiper l'énergie acoustique et donc diminuer le bruit. Cependant, ces linéaires acoustiques peuvent utiliser 2 matériaux, un matériau absorbant qui coûte assez cher et un matériau réfléchissant qui lui coûte moins cher. L'idée de notre projet était de déterminer, pour une quantité de matériaux absorbants fixée, où est-ce qu'il faut placer ce matériau absorbant pour diminuer au maximum le bruit. D'un point de vue théorique, si on modélise le réacteur par un cylindre, donc en 3 dimensions, et ici on représente une coupe du cylindre. Notre paroi, où on met le liner, c'est notre paroi gamma, en bleu. Et l'équation au bord, qui représente donc l'interaction entre l'onde acoustique et la paroi, c'est celle-ci. Donc cette équation, elle découle des équations de Navier-Stokes et des travaux de Myers, qui est un scientifique qui a abordé ce sujet. Cependant, cette équation, qui était donc assez célèbre pour décrire ce type d'interaction, elle présente ses limites, surtout dans certains cas. Et donc, il y a eu de nouveaux travaux, notamment de Yves Oregan et de Vincent Pagneux, qui ont permis d'avoir une nouvelle équation au bord, qui est celle-ci. Alors, c'est pratiquement, je ne pense pas que vous ayez vu que c'était à peu près la même, mais c'est pratiquement la même, à l'exception même d'un paramètre β-V, qui est un paramètre complexe dissipatif, et qui sera très intéressant dans notre problème, c'est pour ça que je vous en parle. Notre objectif, c'était de montrer que le problème différentiel avec cette équation au bord admettait une unique solution. Donc en parlant de problème différentiel, c'est celui-ci, on met des équations, je ne vous attends pas à ce que vous les compreniez, c'est juste pour les matheux dans la salle. Donc ce problème différentiel, nous avons démontré un théorème après plusieurs calculs, plusieurs théorèmes, lemme, autre chose, ce que vous voulez, que ce problème différentiel admettait une unique solution si on avait cette condition. Ce qui est intéressant avec cette condition, c'est qu'elle dépend que de 2 paramètres, donc β-V et Z. Z qui est l'impédance du réacteur. Et en fait, visuellement parlant, ça nous donne ces graphes-là. Donc ce qu'il faut comprendre dans ces graphes, c'est que en bleu foncé, nous avons donc des valeurs possibles pour β-V pour lesquelles le système admet une unique solution. Et donc le problème est bien posé. Donc ici, c'est pour un rapport... C'est pour différentes valeurs de Z, je ne vais pas détailler, mais globalement, ça nous donne à chaque fois des valeurs de β-V assez différentes.
Grâce à ce théorème, nous avons pu montrer un deuxième théorème qui dit que pour une quantité de liner de matériaux absorbants fixée, il existe une distribution optimale qui permet de minimiser l'énergie du système et qui donc minimise le niveau sonore. En conclusion, on a pris un modèle fréquentiel avec une condition de Myers modifiée, à laquelle nous avons prouvé qu'il existait différentes valeurs de β-V pour lesquelles le problème admettait une unique solution. Grâce à cela, nous avons pu montrer qu'il existe une distribution optimale pour ces valeurs de β-V. En ouverture, on peut se dire que ces travaux théoriques peuvent découler sur d'autres travaux numériques en faisant notamment une descente de gradient pour trouver la distribution optimale, donc où est-ce qu'il faut placer le matériau absorbant pour minimiser au maximum l'énergie. Je vous mets la bibliographie pour les sources. Merci pour votre attention. Merci à vous. Alors, pour l'oral suivant, accueillons Anaëlle Bernard. Je vais changer avec les flèches. Alors bonjour à tous, moi du coup c'est Anaëlle et je suis en deuxième année du cursus ingénieur agronome à AgroParisTech. Et dans le cadre de la recherche chez moi, j'ai pu faire un stage d'une demi-journée par semaine de octobre à mars à l'UMR INRAE Mozart sous l'encadrement de Madame Taguipour et Madame Moni. Et ce stage, il portait sur donc l'utilisation de l'intelligence artificielle pour caractériser le comportement des chèvres laitières. Donc on va voir dans un premier temps pourquoi caractériser le comportement des chèvres. Donc tout d'abord, il faut savoir que la réglementation, elle doit aujourd'hui faire face à une demande sociétale croissante donc pour la prise en compte du bien-être animal, notamment en élevage. Mais elle doit aussi faire face à des connaissances encore bien incomplètes sur le sujet. Pourquoi elles sont incomplètes, ces connaissances? Tout simplement parce que le bien-être animal, on ne peut pas le mesurer directement. Et en plus de ça, ce qui complexifie encore la chose, sinon c'est trop simple, c'est lié énormément à la perception individuelle de l'animal. Et donc le comportement dans tout ça, le comportement, il est mesurable directement, et c'est la clé, notamment, pour accéder au bien-être animal. Cependant, c'est quelque chose qui est très très long actuellement, et l'utilisation d'un moyen qui serait du coup rapide pour accéder à ce comportement, ça permettrait déjà d'accéder au bien-être, mais aussi d'avoir un outil de pilotage qui est beaucoup plus individuel. En plus de ça, le comportement, on sait normalement qu'il est relié en fait aux pratiques, notamment d'élevage, et je me suis posé la question, quelles conséquences comportementales pourraient induire les changements d'un nombre de distribution d'aliments dans la journée? C'est en partie pour répondre à cette question qu'en 2022, l'UMR du coup de Mozart, dans le cadre d'un projet Max for Goat, a conduit à la chèvrerie Grignon une expérimentation donc sur les chèvres. Pendant une période donc, de 3 jours, 4 lots de 8 chèvres ont reçu 2 types de rations, donc une ration témoin classique auquel elles étaient habituées, et une ration à base d'ensilage de maïs. Et ça, soit elles avaient donc 2 fois par jour la ration, soit 3 fois par jour. Pour observer le comportement, rien de plus simple, donc on avait des caméras placées au-dessus des enclos pour observer les chèvres, et en parallèle de ça, 4 chèvres par lot, elles étaient munies d'accéléromètres. Donc en fait, c'est des capteurs au niveau de l'oreille qui vont mesurer l'accélération. Donc qu'est-ce que c'est l'accélération? En fait, c'est comme on entend pour une voiture, quand elle est à l'arrêt, il n'y a pas d'accélération. Si j'appuie sur l'accélérateur, elle accélère, donc une mesure d'accélération. Et donc, ces accéléromètres, ils avaient une fréquence de 5 Hz, soit 5 données par seconde. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes données vidéo, je les ai annotées manuellement, c'était très long, et j'ai tracé donc, le graphique des accéléromètres. Donc là, on a le temps et l'accélération, donc ça, c'est toutes les petites barres que vous voyez, et les couleurs, elles correspondent à ce que j'ai annoté, moi, visuellement. Donc déjà, ce qui est intéressant de noter sur ce graphique, c'est que quand la chèvre, elle est couchée, donc en vert, l'accélération, globalement, elle ne bouge pas beaucoup. Alors que quand elle est debout,
on a tout de suite des pics d'accélération. Bah ça peut être dû à la chèvre marche, court, se bat ou que sais-je. Sauf que pour obtenir ces graphiques, faut passer par une annotation des comportements. Et comme je l'ai dit, c'était très très long. C'est là qu'intervient donc l'intelligence artificielle. J'ai pris ce que j'avais annoté, les données d'accéléromètre. J'ai tout donné à un modèle de machine learning qui a été développé par Sarah Moni dans le cadre de sa thèse. Et ce modèle, donc, il a appris. Et sur les données qu'il n'avait pas, je lui ai demandé de me faire des prédictions de si tu as ce signal accéléromètre, pour toi, qu'est-ce que la chèvre, elle fait? Et donc là, comme on peut le voir, les scores étaient plutôt bons, c'est-à-dire que quand la prédiction elle augmente, il dit que le comportement effectivement a bien lieu, et quand ça diminue, le comportement n'a pas lieu. Et les barres bleues, c'est effectivement quand moi j'ai annoté qu'il y avait bien le comportement. Les scores, c'est ce que vous voyez en haut, ils étaient plutôt bons, et donc ça m'a permis d'accéder, juste ici, au comportement, donc sur 16 chèvres. Et donc là, concrètement, 2 distributions, 3 distributions. Qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, ça augmente, le fait de 3 distributions, ça augmente grandement le comportement debout, et ça augmente également la prise alimentaire, mais pas du tout la rumination, ce à quoi je m'attendais personnellement. Après, ces résultats, c'est quand même à mettre en perspective, parce que le modèle de machine learning, il a besoin quand même de beaucoup de données pour être bon, et là, quand même, il n'y avait que 32 chèvres. Voilà. Merci de votre attention. Alors, pour la prochaine présentation, accueillons Rémi Ravet. Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis en 2e année à Centrale Supélec et dans le cadre du pôle projet formation à la recherche, j'ai réalisé des céramiques piézoélectriques sans plomb avec mes camarades Louis, Maxime, Baptistin et Mathis sous l'encadrement du professeur Brahim Dekil. Alors un piézoélectrique, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, c'est un matériau qui, lorsque vous appuyez dessus, comme ceci, émet un champ électrique. Et cela marche dans l'autre sens. Si vous lui appliquez une tension électrique, alors le matériau va se dilater. Mais il va se dilater avec une constante piézoélectrique qui est de l'ordre du picomètre par volt. C'est-à-dire la taille d'un atome tous les 100 volts, ce qui est assez faible. Et pour les applications, vous connaissez très certainement les montres à quartz, pour laquelle la constante piézoélectrique du quartz est de 2 picomètres par volt, ce qui est très peu. C'est pour cela que dans la plupart des autres applications, que ce soit l'échographie, les airbags, la production d'énergie, le matériau le plus utilisé est le titano-zirconate de plomb, ou PZT, dont la constante piézoélectrique est de 590 picomètres par volt. Et là, en langage SMS, vous vous demandez certainement, c'est quoi le PB? Eh bien, en chimie, le PB, c'est littéralement le plomb dans la composition du matériau. En effet, le plomb est un métal toxique. Cela cause le saturnisme, et c'est pour cela que l'essence au plomb est interdite partout dans le monde, et c'est aussi pour cela que le PZT sera bientôt interdit dans l'Union européenne. Donc la question est comment réaliser des céramiques piézoélectriques sans plomb aussi efficaces que le PZT. Pour cela, on prend une céramique similaire, le niobate de sodium et de potassium, ou KNN, dont vous pouvez voir la structure en haut à gauche, et la réponse à un signal périodique, un signal électrique périodique en haut à droite. Vous pouvez observer une réponse en forme de papillon, que l'on appelle un cycle d'hystérésis, et c'est pour cela que l'on appelle ces matériaux des ferroélectriques. Cet effet augmente les capacités piézoélectriques des matériaux. On a donc une constante piézoélectrique du niobate de sodium et de potassium de 90 picomètres par volt,
ce qui reste bien inférieur à celle du PZT. C'est pour cela que l'on va doper la céramique. Alors le dopage, comment ça marche? C'est très simple, c'est exactement comme pour les sportifs. On va injecter une substance chimique dans le sportif, ici dans le KNN, pour augmenter ses performances. Et comme pour les matériaux c'est parfaitement légal, on va pas s'en priver et ajouter directement du lithium dans notre céramique pour obtenir une céramique de la structure suivante avec une proportion X de lithium variant de 0% à 2%, 4% ou 8% en quantité molaire. Pour la synthèse, le lithium est ajouté dès la synthèse du matériau. Les différents réactifs que vous voyez à gauche sont introduits sous forme de poudre à l'état solide et mélangés à l'état solide par une réaction qui s'appelle la calcination à 850 degrés pour obtenir la céramique d'intérêt qui est d'abord produite sous forme de poudre, puis qui sera ensuite produite sous forme de pastille céramique. Et lorsque l'on met cette pastille sous une excitation électrique sinusoïdale de 10 Hz à 2500 volts par millimètre, on obtient les résultats suivants. Alors déjà, pour une structure non dopée, on peut remarquer que l'on n'atteint même pas la valeur théorique pour le KNN. Mais on peut également remarquer que le cycle en forme de papillon ferroélectrique a bien été obtenu et qu'un dopage relativement faible, avec X égale 2%, on obtient une constante piézoélectrique de 105 picomètres par volt, qui est supérieure à celle pour un dopage plus fort à 8% de 84 picomètres par volt, ce qui peut permettre d'orienter les quantités de dopants, en tout cas pour le lithium. Je vous remercie pour votre attention. Merci à toi. Alors on va enchaîner avec une vidéo de Marwan Dalal. Bonjour, je suis Marwan. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon travail effectué pendant mon année 1 et qui concerne la correction de mesures de longueur d'onde issues d'un spectromètre spatial. Comme vous le savez, le Soleil est depuis longtemps une curiosité des scientifiques. De nombreuses missions spatiales les ont aidés à étudier sa structure et son activité. Mon travail porte sur la mission SOLAR-B lancée en 2006. SOLAR-B est équipé d'un instrument qu'on appelle Extreme Ultraviolet Imaging Spectrometer ou bien ICE tout court. Regardons la technologie utilisée dans ce spectromètre. L'activité solaire libère des photons de différentes longueurs d'onde. Seules les ondes extrêmes ultraviolets sont sélectionnées par l'intermédiaire d'un filtre. Les ondes sont ensuite réfléchies par un miroir et dispersées par une pompe, et dispersées une deuxième fois par un réseau de diffraction. Les images à la fin sont obtenues par l'intermédiaire de deux CCD, une CCD pour les courtes longueurs d'onde et une CCD pour les longues longueurs d'onde, toujours dans le domaine de l'extrême ultraviolet. Voyons ce qui se passe à l'intérieur d'un CCD. CCD veut dire Charge Coupled Device, qui fonctionne comme suit. L'énergie d'un photon d'une longueur d'onde caractéristique lambda est convertie en courant électrique. Les ondes du même lambda, captées par les CCD, tracent une ligne verticale qu'on appelle raie spectrale. Les raies spectrales caractérisent différentes longueurs d'onde et donc différents éléments chimiques correspondants dans le Soleil. Les ondes détectées sont soumises à une compression et à une décompression due à l'activité solaire. Si nous regardons cet exemple, la partie supérieure de la boucle émet des ondes se rapprochant du CCD, ce qui entraîne une compression des ondes. Cela déplace la raie spectrale vers la gauche et c'est ce qu'on appelle un blue shift. Le phénomène inverse est la décompression des ondes, ce qu'on appelle redshift. Ce phénomène de compression et de décompression des ondes est appelé effet Doppler. C'est une mesure très importante qui détermine le flux de l'élément observé par le Soleil par rapport à l'observateur. Mais l'instrument représente d'énormes oscillations périodiques des raies spectrales, ajoutant une erreur à la mesure de Doppler souhaitée. Donc mon travail pendant mon stage consiste à comprendre la source de ces oscillations et à les modéliser pour les soustraire des mesures. En fait, le satellite SOLAR-B tourne autour de la Terre en continu toutes les 98 minutes avec une observation continue du Soleil. Ce mouvement modifie la distance entre le satellite et le Soleil de façon continue, ce qui provoque une augmentation et une diminution périodique de la température au sein de
variation de température est synchronisée avec la variation de longueur d'onde qu'on souhaite corriger. La thermoélasticité du réseau modifie la taille du pas du rainure du réseau de diffraction, qui est une propriété physique caractéristique du réseau de diffraction influençant l'alignement optique. Le rayon incident est dispersé par le réseau de diffraction et visualisé par le CCD. Appelons ces angles-là bêta et alpha. La dispersion du réseau de diffraction peut être décrite par la formule suivante. L'expression montre que le pas du réseau T et alpha sont liés directement à la longueur d'onde observée par le CCD. Ces deux grandeurs sont influencées par le changement de température ambiante par effet de thermoélasticité. Dans cet exemple-là, il s'agit d'un exemple réel de profil de température et de mesure de longueur d'onde du fer 12. La période est due à l'orbite du satellite autour de la Terre, comme expliqué précédemment. Nous constatons que lorsque la température augmente, la mesure de longueur d'onde diminue. Le déphasage est principalement lié au retard thermoélastique du matériau qui compose le réseau de diffraction. À l'échelle annuelle, on observe la même corrélation inverse entre les deux quantités. La prochaine étape est la modélisation. Un modèle de connaissance nécessite les propriétés thermoélastiques du matériau composant le réseau de diffraction qui se dilate, les profils d'évolution de température exacts en tout point, ainsi que des conditions limites. Malheureusement, nous ne disposons pas de toutes ces informations, donc on a essayé d'utiliser un machine learning. Comme nous avons affaire à un phénomène thermoélastique qui provoque un retard temporel de réponse, l'entrée du modèle n'est pas seulement la température actuelle, mais aussi ses valeurs passées. Pour cette raison, un modèle d'estimation en temps réel est utilisé et on l'appelle Long-Short Term Memory ou bien LSTM tout court. Le modèle LSTM a une architecture séquentielle qui relie une séquence de n entre elles, qui est dans notre cas le profil de température, avec une sortie qui est dans notre cas la mesure de l'erreur de longueur d'onde observée en se basant sur les données d'entraînement. Comme expliqué précédemment, l'entrée de notre modèle est uniquement la température du réseau de diffraction. Les centres des lignes spectrales sont obtenus par fitting de haute résolution des profils gaussiens de l'intensité en fonction des longueurs d'onde. On va également utiliser des régions non actives présentant des faibles effets au clair afin de ne pas confondre le modèle avec un paramètre ne dépendant pas de la température. Le modèle nécessite que les données aient la même période d'échantillonnage, donc on a fait usage d'une fenêtre de moyennage pour les deux grandeurs. L'entraînement du modèle a été exécuté jusqu'à ce que l'erreur a cessé de diminuer. Le modèle présente une erreur acceptable d'environ 5 km par seconde. Cette correction permettra d'avoir un bon aperçu des vélocités Doppler dans les régions actives en particulier. La suite de mon travail consistera à utiliser un traitement d'image adéquat pour réduire l'effet des pixels chauds qui brouillent l'imagerie. Je vous remercie de votre attention. Ok, on va enchaîner avec la présentation de Orly Petitpas. Alors, bonjour à toutes et à tous. Le travail que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui est intitulé « Comparaison des axes suicidaires en milieu urbain et en milieu rural en France métropolitaine », basé sur les données Sentinelle de 2014 à 2024. Ce travail s'inscrit dans le cadre de mon stage de M2 à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, encadré par Marie Pouquet. Alors, les actes suicidaires sont regroupés en tentatives de suicide et en suicide, qui sont des actes évitables, qui en réalité impliquent une violence sur sa propre personne et qui sont en réalité un processus multifactoriel qui vont de la douleur psychique aux actes suicidaires et qui peuvent aboutir à un suicide, à un décès complet, ou alors qui peuvent ne pas aboutir et à un risque de réitération, donc c'est-à-dire un risque de recommettre l'acte suicidaire en passant par des idées suicidaires. Donc il faut voir l'acte suicidaire comme un entonnoir dans lequel, en haut, on a un nombre de solutions disponibles assez important, et plus on descend dans le processus, le nombre de solutions devient malheureusement très petit et fatalement, l'idée suicidaire commence à germer. Alors, dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé estime à 800 000 suicides par an, et en France, on estime à 9 000 suicides par an avec 20 fois plus de tentatives. Les facteurs de risque sont notamment les troubles psychiatriques, les difficultés économiques et personnelles et bien d'autres. Le taux de suicide est représenté par 3 hommes pour une femme, alors que les tentatives sont estimées à 3 femmes pour un homme, avec la tranche d'âge adulte la plus touchée.
Alors, la problématique de notre étude résulte sur le contexte socio-économique et culturel qui est différent en milieu urbain et en milieu rural. Selon l'INSEE en France, les territoires ruraux représentent 88% des communes en France. Et donc, le rôle des médecins généralistes est crucial dans non seulement les informations qu'ils donnent au réseau Sentinelle, mais aussi dans la détection des signes précurseurs de ces actes. Alors, surtout plus dans un contexte actuel d'une augmentation globale des suicides depuis la pandémie du Covid-19, d'un accès aux moyens de suicide et d'une augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes. Alors, une meilleure compréhension de cette différence entre le milieu urbain et le milieu rural peut nous aider à mettre sur pied des stratégies de prévention adaptées à ces milieux. Alors, pour cela, nous nous sommes posé la question de savoir quelles sont les différences d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas dans la population urbaine et rurale et leurs caractéristiques. Pour cela, nous avons comme objectif d'explorer les différences de tentatives de suicide et de suicide en milieu urbain et rural. Et plus spécifiquement, il s'agira de comparer les taux d'incidence, d'identifier les facteurs associés à ces actes-là et enfin de déterminer les caractéristiques d'une part des tentatives et d'autre part des suicides aboutis. Pour cela, nous avons mené une étude observationnelle transversale basée sur les données Sentinelle. Le système Sentinelle repose sur la participation volontaire de médecins répartis de manière plus ou moins homogène dans le territoire métropolitain, qui représente à peu près 2,2% de la population de médecins libéraux français, soit 1300. Donc chaque semaine, ces médecins nous déclarent le nombre de cas observés et les décrivent également. Et donc ces données sont collectées, anonymisées et traitées par l'équipe Sentinelle pour produire des résultats semestriels, les résultats par semaine. Alors, en analyse statistique, nous allons d'une part calculer et comparer les taux d'incidence. Donc, les résultats préliminaires que nous avons nous montrent ici en trait plein les tentatives de suicide et en trait discontinu les suicides aboutis. Et donc, en rouge, nous sommes en territoire urbain. Vous allez remarquer que les tentatives de suicide en territoire urbain sont beaucoup plus importantes. Par contre, les suicides sont beaucoup plus importants en milieu ruraux. Alors, dans un second temps, donc dans la suite de notre stage, nous allons comparer les caractéristiques de ces actes-là et enfin étudier le lien entre les actes et le milieu en se basant sur des modèles de régression qui vont nous permettre d'avoir le poids de certains paramètres sur le fait de passer à l'acte. En conclusion, le réseau Sentinelle, comme nous le disions, c'est un système de surveillance continue qui nous permet d'avoir une vue épidémiologique en temps quasi réel afin de mettre sur pied des études grâce à des méthodes statistiques pour comprendre les facteurs qui influencent les indicateurs de santé afin de guider les moyens et les méthodes de prévention, car la prévention reste le moyen le plus efficace pour lutter contre le suicide. Merci de m'avoir écouté. Alors, je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas expliqué pour le pointeur. En fait, il n'est pas très visible, donc il faut éviter de l'utiliser, surtout que pour les gens qui sont assis derrière, ils verront rien. Je suis désolée. Ok. Alors, Émile Larocque, ouais. Alors pour avancer, c'est où? Juste là. Ok. Et est-ce que ça marche avec le clavier? Ça marche avec le clavier. Vous me dites quand je peux commencer. Ah oui, vous m'entendez? Ok. Donc bonjour, je suis désolé pour cette énième présentation de biologie moléculaire, on en a déjà eu beaucoup. Donc je vais vous présenter un travail sur la modélisation de la structure de l'ARN que j'ai fait en stage. Donc un ARN, c'est des bases A, C, G, U et qui sont attachées les unes aux autres. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que l'ARN, ça peut se replier. Et la structure de ce repliement est importante parce que ça détermine comment est-ce que l'ARN va pouvoir interagir avec d'autres molécules. La séquence de base, on appelle ça la structure primaire, et nous on va s'intéresser à une partie de la structure du repliement qu'on appelle la structure secondaire. C'est la donnée de quelle base est appariée avec laquelle, parce qu'en fait on a le droit d'apparier A avec U et C avec G typiquement. On s'intéresse à la structure secondaire parce que chaque paire de bases, chaque appariement va stabiliser le repliement et l'ARN va se replier en gros dans la configuration la plus stable.
Pour décrire une structure secondaire, on a une notation qui est la notation point parenthèse, où une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante permettent de décrire un appariement. Et donc finalement, une structure secondaire, ça se décrit simplement avec une séquence de points et de parenthèses, mais cette séquence doit être bien parenthésée. Donc en bas c'est bon, en haut c'est pas bon. Et là, plot twist, en fait ceci est une présentation d'informatique quantique. C'est pas une blague. Je vais donc vous présenter l'algorithme de Groover, un grand classique d'informatique quantique, appliqué au cas du problème de prédiction du repliement de l'ARN. Donc de façon générale, un algorithme c'est travailler sur une mémoire informatique. On applique des opérations élémentaires à l'état initial et jusqu'à avoir le résultat, on n'a plus qu'à lire le résultat dans la mémoire. C'est la même chose en informatique quantique, sauf que on utilise d'autres types d'états, des états en plus qui sont les états quantiques. Et donc grâce à ces intermédiaires de calcul supplémentaires, on peut trouver des raccourcis vers le résultat. C'est merveilleux, mais ça vient avec deux contraintes. Première règle, un algorithme quantique, ça se bande les yeux. Donc ça prend son entrée et ça fait toujours la même opération sans regarder, sans choisir ses opérations. Et deuxième contrainte, tant qu'on travaille avec des états quantiques, les opérations qu'on a sont forcément réversibles. Il n'y a qu'à la fin, quand on ramène dans un état classique, qu'on a le droit à une opération irréversible. Alors juste pour être au clair, une opération irréversible, par exemple l'addition, 2 plus 3 ça fait 5, mais dans l'autre sens, il y a plusieurs possibilités de nombres qui font 5, donc il y a une ambiguïté. Il y a une façon de rendre l'addition réversible, mais on va passer ça. Donc l'algorithme de Groover, maintenant, c'est un algorithme modulaire, c'est-à-dire qu'il va prendre une boîte noire, il va jouer avec pour faire ses calculs. Cette boîte noire, on appelle ça un oracle, ça prend un candidat et ça calcule un critère pour savoir si le candidat est acceptable ou non. Donc c'est un critère, oui, non. Donc l'algorithme de Groover, il va prendre cet oracle, il va faire ses calculs et à la fin, il va nous trouver un candidat qui est accepté. Pour faire ça, quand il y a plein de candidats, il est beaucoup plus rapide qu'un algorithme classique, donc un algorithme pas quantique. Alors comment il va faire ça ? En fait, il va se jouer de notre oracle. C'est-à-dire que notre oracle, lui, il croit qu'il reçoit un candidat, mais en fait, l'algorithme de Groover, il lui a donné une superposition quantique de tous les candidats. Et donc, à la sortie de notre oracle, il y a une superposition quantique avec, pour chaque candidat, est-ce qu'il est acceptable ? Oui, non. Et là se joue toute l'astuce de l'algorithme de Groover où il arrive à enlever de la superposition tous les candidats qui sont non, et donc à la fin on n'a que des candidats oui. Il existe des variantes de l'algorithme de Groover où l'oracle calcule un indicateur numérique. Et dans ce cas-là, donc à quel point est-ce que le candidat est mauvais. Et dans ce cas-là, la variante nous trouve un candidat qui minimise l'indicateur. Pour notre problème de repliement, on va avoir un oracle qui va connaître la structure primaire et on va lui donner comme candidat une séquence de points et de parenthèses. En sortie, il va calculer l'énergie et on va vouloir trouver un candidat qui minimise cette énergie. Sauf que juste avant, on va devoir sélectionner les candidats qui sont bien formés. Donc celui-là, il est bien parenthésé, donc ça va, mais celui-là, il est mal parenthésé, ça va pas. Celui-là, les appariements sont valides, A avec U, C avec G, mais celui-là, si je remplace A par U, UU, c'est pas une paire valide. Attendez, je pense à un truc. En fait, prendre un truc et faire des opérations qui sont toujours les mêmes sans regarder. On a un cas particulier de ça en informatique classique, ça s'appelle un automate. Donc en fait, il suffit d'avoir un automate réversible et hop, on peut en faire un algorithme quantique. Donc en fait, ceci est une présentation d'informatique classique. Voici un automate réversible, simplifié, pour le repliement d'ARN. C'est ça que j'ai fait en stage. Donc il s'agit de savoir si ça c'est bien parenthésé. Faisons-le pour la première parenthèse ici. On a une variable pour la profondeur de parenthésage où on en est et une variable qui nous dit si on doit continuer à chercher ou si on a trouvé la parenthèse fermante correspondante. À chaque étape, parenthèse ouvrante, j'ajoute un point, j'ajoute 0, parenthèse fermante, j'enlève 1 et du coup quand je tombe à 0, c'est que j'ai trouvé la parenthèse correspondante. Donc là je peux aller chercher dans la séquence les bases et obtenir la contribution à la stabilisation du repliement. Ok, donc ensuite, continuer à chercher, ça passe à non parce qu'on a trouvé. Et donc, à partir de là, à chaque étape, j'ajoute 0. Hein, on est d'accord ? C'est gagné ? Non, pas du tout, parce que là, si on revient dans le sens inverse, on voit que là, il y a une ambiguïté. Est-ce que cette parenthèse nous a amené à l'état non, ou est-ce qu'on était déjà à l'état non avant ? Vas-y, je te donne le coup fourré. En fait, suffit d'incrémenter. Quand je te passe le film à l'envers, ça y est, il n'y a plus d'ambiguïté. Ok, automate réversible. Ok, automate réversible, t'as joué le jeu de l'info quantique, Groover se joue de ton oracle et s'applique le game de l'ARN. Coup de maître pluridisciplinaire. Maintenant, bluff, c'était de la biomoléculaire ? J'ai oublié de lancer mon chrono. Merci.
Ok, accueillons Clarisse Touvenot. Du coup, il ne faut pas utiliser. Bonjour ou bonsoir à tous. Le travail de recherche que je souhaite vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de mon Master 2 recherche, domaine anglophone à l'ENS Paris-Saclay. Une certitude, contribution à la caractérisation des discours oraux professionnels hôteliers en anglais lingua franca. Donc, qu'est-ce que l'anglais lingua franca? C'est certainement la question que vous vous posez. Ça correspond à l'utilisation de l'anglais en tant que langue de communication internationale. Par exemple, lorsque vous vous rendez dans un pays étranger, vous parlez anglais avec le réceptionniste de votre hôtel, alors que ce n'est la langue maternelle d'aucun de vous deux, et que vous avez un petit peu tous les deux un anglais approximatif. Mais ça ne vous empêche pas de vous comprendre. Alors moi, je m'intéresse à comment est-ce que ça fonctionne. Mon travail s'inscrit également dans le cadre de l'étude des discours oraux professionnels, car il y a très peu de données sur ce type de discours qui sont assez difficiles d'accès. Par ailleurs, l'anglais du tourisme est un des grands oubliés de la recherche en anglais de spécialité, donc mon domaine, alors que la part du tourisme dans le PIB français est assez importante. L'anglais de spécialité, c'est en effet plutôt concentré sur l'étude de l'anglais universitaire, de l'anglais scientifique ou de l'anglais économique et de l'anglais écrit, car tous ces domaines sont beaucoup plus accessibles. Il est beaucoup plus facile d'obtenir des données là-dessus. Donc la recherche dans les domaines voisins de la réception hôtelière, donc de mon sujet, ont souligné l'existence d'un double standard discursif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les professionnels doivent se soumettre aux normes discursives de l'entreprise en utilisant plutôt tel mot qu'un autre, ou plutôt telle structure syntaxique qu'une autre, mais aussi doivent utiliser une langue authentique pour ne pas que les clients aient le sentiment de parler à une machine. Donc pas l'impression que le discours se répète sans cesse de client en client et qu'en fait on n'est pas si exceptionnel que ça. En outre, ces travaux ont souligné une primauté de la pragmatique sur la syntaxe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les locuteurs ne se concentrent pas que sur la langue pour se comprendre et négocier le sens, mais sur tous les indices environnants. En d'autres termes, lorsque vous parlez anglais à l'étranger, on ne va pas se concentrer sur vos fautes. On va se concentrer sur tous vos gestes, sur toute la situation environnante pour élucider le sens de votre propos. Cela est d'autant plus important en hôtellerie que les échanges doivent être efficaces parce qu'ils sont très brefs. Ils durent entre 2 et 3 minutes, donc c'est vraiment très court. Donc pour réaliser cette étude, il a été nécessaire pour moi d'adopter une approche ethnographique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste aller sur le terrain, au plus près des acteurs, pour observer ce contexte et ces stratégies discursives. J'ai donc passé 10 jours dans 3 hôtels de la ville de Lyon que vous pouvez voir sur cette carte. C'était tous des hôtels indépendants. J'ai également réalisé des entretiens auprès des professionnels et des questionnaires auprès des clients, tout cela pour croiser les données, assurer une certaine fiabilité de mes résultats en collectant le point de vue de tous les acteurs, de tous les observés sur leur utilisation de la langue, plutôt que d'imposer ma propre interprétation de leur utilisation. Donc les résultats auxquels je suis parvenue, enfin quelques-uns, sont qu'effectivement il y a des stratégies qui sont utilisées pour négocier le sens, que ce soit de la part des locuteurs non natifs ou des locuteurs natifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement qu'on utilise des outils pour se comprendre, montrer du doigt un objet, l'objet dont on parle, répéter l'information qui est importante dans le discours pour confirmer qu'on a bien compris, s'auto-corriger, utiliser des phrases simples, voire agrammaticales, en réduisant le propos au syntagme informationnel. Par exemple, au lieu de dire « est-ce que je peux avoir la clé de la chambre 6 ?» vous allez juste arriver et dire « chambre 6 », voire juste 6, et vous allez montrer avec vos doigts le chiffre à votre réceptionniste qui va le répéter pour confirmer qu'elle a bien compris. La recherche avait également souligné l'existence d'une langue promotionnelle qui veut vendre l'expérience touristique. Par exemple, là, vous voyez l'utilisation de Charming Rooms sur le site internet d'un de mes hôtels. Donc, c'est vraiment pour vendre que ce n'est pas juste une chambre neutre comme les autres. Celle-ci, elle est particulièrement charmante. Donc ça, c'est très présent à l'écrit. Et j'ai remarqué que ce n'était pas vraiment le cas à l'oral, où les professionnels vont plutôt utiliser le rire, un ton enjoué ou des phrases tournées vers la résolution du problème,
pour que le client se concentre que sur les aspects positifs de son expérience hôtelière et qu'on oublie un petit peu tout ce qui ne va pas. Donc, en d'autres termes, la marchandisation et la scénarisation de la langue que j'ai un peu mentionné tout à l'heure sont à nuancer en contexte oral et dans les hôtels indépendants, parce que la littérature portait plutôt sur les chaînes d'hôtels de luxe. Donc, moi, ça a changé. Et les échanges sont donc plutôt authentiques en hôtellerie. Donc, tout ça pour dire que, bonne nouvelle, il faut donc enseigner à nos réceptionnistes à analyser toutes ces situations et à se débrouiller plutôt qu'à maîtriser parfaitement l'anglais. Donc tout ça sera à venir et je vous remercie pour votre attention. Merci pour ta présentation. Alors je vais faire passer la dernière vidéo de la séance. Voilà. Vidéo de Ophélie Sozo. Bonjour à tous, je m'appelle Ophélie Sozo et je suis ravie de vous présenter mon projet de stage qui s'intitule Lumière sur l'infertilité féminine, étude de l'interaction entre deux protéines clés dans les cellules de granulosa de l'ovaire. Ce projet a été réalisé dans le cadre de mon Master 2 Biologie de la reproduction et du développement à l'Université Paris-Saclay et Paris-Cité, dans le laboratoire du Dr John Segars et sous la supervision du Dr Kamaria Keaton-Vogt à l'Université Johns Hopkins. Je suis donc actuellement aux États-Unis. Environ 10% des couples restent infertiles après 2 ans de tentatives pour avoir un enfant, et jusqu'à 25% des cas restent inexpliqués. Cela souligne l'importance cruciale de la recherche pour mieux comprendre et traiter l'infertilité. Pour mieux comprendre l'infertilité féminine, nous devons explorer l'intérieur de l'ovaire, où se trouvent les follicules qui contiennent les ovocytes, aussi appelés ovules. Autour des ovocytes dans les follicules, il y a les cellules de granulosa. Ce sont elles qui permettent le développement des ovocytes. Ces cellules de granulosa ne travaillent pas seules. Elles reçoivent des instructions de l'axe hypothalamo-hypophysaire gonadique qui leur envoie des hormones comme la FSH pour leur dire quoi faire. La FSH, c'est l'hormone folliculostimulante. Elle va donc stimuler le processus de maturation des follicules dans les ovaires. Elle est aussi impliquée dans la stéroïdogénèse, qui est le processus par lequel le corps produit des stéroïdes, c'est-à-dire des hormones sexuelles. La FSH agit comme un chef d'orchestre, dirigeant les cellules de granulosa, ici en bleu. La FSH se fixe sur les récepteurs des cellules de granulosa, envoyant un signal qui est traduit à l'intérieur pour produire des protéines essentielles à la stéroïdogénèse. C'est ce signal FSH que j'étudie dans le cadre de mon stage. Parce que le souci, c'est que dans certains cas, ce signal passe mal, comme dans le cas du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, ou de l'IOP, l'insuffisance ovarienne précoce. Jusqu'ici, nous avons vu que la FSH se fixe sur les récepteurs à la surface des cellules de granulosa. Mais comment un stimulus extérieur, comme l'hormone FSH, peut, in fine, permettre la production de protéines importantes? Comment les cellules font pour intégrer cette information et en créer une nouvelle? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la voie de transduction du signal, que je vais vous expliquer très rapidement de manière générale d'abord pour n'importe quelle hormone qui arrive sur son récepteur à la membrane de la cellule. J'espère que vous apprécierez mon talent artistique. Donc, tout d'abord, le signal qui est en violet ici et qui symbolise une hormone vient se fixer sur son récepteur sur la membrane de la cellule en jaune ici. Le message est alors transmis à l'intérieur de la cellule à travers une série de réactions dans le cytoplasme de la cellule. Cette série de réactions est appelée la transduction du signal et implique plein de protéines intermédiaires ici en vert. Et puis finalement, la réponse cellulaire est activée. Cela peut être l'entrée de protéines dans le noyau pour activer certains gènes, comme c'est le cas dans la voie de transduction du signal de la FSH que j'étudie. Alors, il faut savoir un truc, c'est que dans la cellule, il y a plein de voies de signalisation. Juste un petit aperçu du bazar auquel ça correspond. Ouais, je sais. Et encore, je vous ai pas mis la pire. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, on va se concentrer sur une seule voie. Celle de la voie de transduction du signal de la FSH quand elle se fixe à son récepteur sur la membrane de la cellule de granulosa, appelée FSHR. Il active la voie de signalisation de la PKA. Cette voie, elle est déjà assez bien connue. On connaît quelles sont les protéines qui entrent en communication les unes avec les autres dans le cytoplasme. Après activation du récepteur FSHR, l'adénylylcyclase convertit l'ATP en AMPC, qui active la PKA. La PKA active CREB, qui entre dans le noyau pour activer in fine les gènes de la stéroïdogénèse indispensables à la fertilité féminine. Et vous voyez cette grosse protéine en violet, ACAP13. Le but de mon stage, c'est de comprendre à quoi elle sert dans cette voie de signalisation. Ma maître de stage, le Dr Keaton-Vogt, a récemment démontré que cette protéine ACAP13 n'est pas que en contact avec la PKA, mais aussi avec la protéine CREB de façon directe. Mais quand est-ce que ces protéines ACAP13 et CREB rentrent en contact exactement? Est-ce que c'est quand il y a de la FSH? Eh bien, c'est toute la problématique de mon projet. Et notre hypothèse, c'est qu'ACAP13 aide à mettre en contact CREB et PKA pour une meilleure transduction du signal.
juste en les rapprochant physiquement. Pour savoir si notre hypothèse est valide, il faut qu'on étudie l'interaction entre ACAP13 et crème. Et pour ça, nous utilisons le nanogrid, une technique de pointe qui nous permet de voir ces interactions en temps réel dans les cellules de granulosa humaine in vitro. C'est un test de détection de proximité, c'est-à-dire qu'il mesure un signal généré lorsque deux molécules sont proches l'une de l'autre. En gros, quand les protéines ACAP13 et crème seront proches dans les cellules de granulosa, ça émettra de la lumière. J'espère que vous comprenez donc maintenant le jeu de mots du titre de ma présentation. Ce qui est génial, c'est que des molécules qui pourraient activer ou inhiber cette voie et donc offrir des perspectives de traitement, on en connaît déjà, le A02 et le A13. En résumé, notre recherche ne se limite pas à observer des cellules sous un microscope. Elle ouvre la voie à des traitements qui pourraient un jour redonner espoir à de nombreuses femmes. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur mon projet ou encore sur les stages à l'étranger et les bourses, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou sur LinkedIn. Je voudrais remercier mes collègues que j'adore et mentors, qui sont tous très supportifs, notamment Dr Segars qui m'a donné l'opportunité de publier mon premier article en premier auteur. Si ça vous intéresse, il est disponible en scannant le QR code. Un grand merci également aux organisateurs de ce congrès. Je vous souhaite à tous d'apprendre encore plein de choses et profitez bien des petits fours pour moi. Bon, accueillons Laurie Rollion pour sa présentation. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurie Rollion et je vais vous présenter les sujets... Ça c'est coupé. J'ai rien touché. Je bouge plus alors. Du coup je reprends. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurie Rollion et je vais vous présenter les sujets de mon stage sur les nano-objets à visée thérapeutique par synthèse micro-ondes. Donc ces résultats sont issus de mon stage de Master 2 en chimie pharmaceutique à l'Institut Galien, et qui est supervisé par les docteurs Agnès Pitobary et Laurence Moine. Les synthèses en chimie ne sont pas très vertueuses actuellement, comme le montre par exemple ce schéma. Vous le montrer. Donc on observe qu'on a donc un agitateur magnétique qui est surmonté d'un ballon ainsi que d'un réfrigérant à eau, et le réfrigérant à eau, il y a un flux continu d'eau qui va passer à l'intérieur. Les méthodes de chauffage également utilisées en synthèse chimie organique classique sont des chauffages de méthode par convection, c'est-à-dire qu'on va en fait chauffer l'extérieur et la chaleur va se diffuser lentement à l'intérieur. Mais comme vous pouvez le voir sur le schéma juste ici, la chaleur elle n'est pas homogène, et du coup c'est un vrai enjeu sociétal qu'il faut réussir à trouver une méthode pour pallier à cet enjeu. Voilà. Donc depuis la fin du XXe siècle, des micro-ondes ont été utilisés pour essayer de pallier à ce problème. Donc la méthode de chauffage de micro-ondes, en fait, c'est que les micro-ondes vont venir directement exciter ou agiter les molécules, des molécules réactives des réactions, et donc permettre donc augmenter une élévation de la température au sein même excusez-moi. Je perds trop mes mots, je suis désolée. De la réaction en général. Et donc permettre une augmentation, une accélération de la vitesse de la réaction. Donc au début de cette synthèse, les micro-ondes utilisées étaient des micro-ondes domestiques, donc en fait ce qu'on trouve classiquement dans les cuisines, mais pas très sympa dans les laboratoires TIMU. Donc pour cela, des réacteurs à micro-ondes sont apparus depuis quelques années pour vous montrer l'intérêt en fait de cette méthode de réaction. Je vais donc vous illustrer avec ce schéma de synthétique pour obtenir donc la molécule finale qui se trouve juste sur votre droite, qui est en fait un complexe métallique.
Donc cette réaction en fait a déjà été réalisée en chimie conventionnelle. Donc pour cela, on va avoir un agitateur magnétique qui va également servir en fait de chauffage, qui est surmonté donc d'un bain d'huile qui va permettre donc la diffusion du chauffage au sein du milieu réactionnel qui est dans le ballon, qui est également surmonté donc d'un réfrigérant à eau, pardon. Donc on observait que le temps de réaction de cette réaction était de 16 heures, ce qui est relativement long, qui également est à reflux, donc en fait, c'est-à-dire que le solvant va être porté à ébullition pendant les 16 heures de la réaction. Dans le solvant ici utilisé est le méthanol, avec donc un volume de 40 ml, et à la fin, on obtient un rendement de moins de 45%, c'est-à-dire que moins de 45% de la masse attendue de notre molécule a été récupérée. Cette réaction a également été synthétisée donc en chimie non conventionnelle, donc par l'utilisation de ce micro-ondes. Et là, on observe un temps de réaction de 10 minutes avec une température de 140 degrés avec 10 ml de méthanol. Et là, on observe une augmentation du rendement donc à 86%. Si on compare les deux méthodes, on observe donc qu'avec le micro-ondes, on a une forte diminution du temps de réaction, du volume du solvant, mais également des déchets chimiques. À l'inverse, on observe une augmentation du rendement de la réaction. Si on compare également d'autres aspects, on observe donc qu'on a une nette diminution également de la consommation énergétique. Si on compare par exemple avec une ampoule de 60 watts comme on pourrait utiliser quotidiennement, on pourrait prendre cette différence non utilisée en micro-ondes avec l'utilisation de l'ampoule pendant 7 jours consécutifs, vraiment non-stop, 24 heures sur 24. Et donc on a également une suppression de la consommation d'eau. Donc cette consommation d'eau non utilisée serait égale en fait à 12 baignoires qu'on remplirait également. Donc pour conclure, mon stage en fait rentrait dans le cadre de la chimie verte et j'ai pu vous montrer l'exemple d'une réaction qui utilisait cette voie de synthèse avec l'utilisation donc de métaux, mais il est également possible de synthétiser et d'utiliser d'autres d'autres sortes de molécules, comme par exemple des polymères, excusez-moi, des polymères qui peuvent être utilisés pour différentes applications de type médical ou autre. Je tenais à remercier donc les équipes Impact et Nanomed qui m'ont accueilli au cours de mon stage, ainsi que les graduate schools de la chimie et de la MRES pour leur financement de stage, et tout particulièrement les docteurs Laurence Moine et Dr Agnès Pitobari. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ta présentation. Alors, on va finir cette séance avec une dernière présentation, celle de Élise Foulatier. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du travail que je réalise dans le cadre de mon stage de M2 au laboratoire de mécanique Paris-Saclay et qui traite de la simulation numérique de problèmes multiphysiques. Mais d'abord, on va se poser une question, pourquoi est-ce qu'on fait des simulations numériques ? Eh bien, les simulations numériques, elles s'opposent aux expérimentations qui ont un principal inconvénient, leur coût. Si on prend un exemple que vous connaissez sûrement tous très bien, les crash tests de voitures, donc les tests de sécurité, eh bien pour ça, on a besoin d'un mannequin qui représente un être humain et d'une voiture qu'on va propulser à haute vitesse pour s'assurer que l'être humain serait en sécurité s'il était dans la voiture. Sauf que le problème de cette expérimentation, c'est qu'un mannequin, ça coûte cher, ça coûte 150 000 €,
Et à chaque essai qu'on va faire, on va sacrifier une voiture. Donc pour plusieurs essais, on va devoir payer le coût de plusieurs voitures. Alors qu'avec les simulations numériques, on peut produire un modèle d'une voiture et le réutiliser pour différents tests. Donc par exemple, comme on le voit sur cette vidéo, avec le modèle donc, que j'ai présenté précédemment, on va pouvoir reproduire des crash tests. Donc par exemple ici sur le côté, donc en bas à droite, on voit le modèle de la voiture et en haut à gauche, le cas réel qu'elle représente. Et on va produire plein de différents types de crash et à chaque fois reproduire fidèlement le comportement sans avoir à utiliser une nouvelle voiture. On change simplement la position de l'impact, mais jamais le modèle de la voiture. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans mon stage, c'est les simulations numériques pour les problèmes multiphysiques, c'est-à-dire qu'il faut intervenir plusieurs physiques. Et ce genre de problèmes multiphysiques, on en a partout autour de nous. Donc par exemple, pour concevoir les coques de nos ordinateurs en aluminium. Donc pour ça, on part d'un bloc d'aluminium, donc plein, et en fait, on va venir chauffer la matière, comme vous le voyez ici, pour pouvoir déformer la matière et creuser les emplacements destinés aux touches de clavier. Donc on a à la fois des phénomènes thermiques, puisqu'on va chauffer la matière, et mécaniques, puisqu'on peut la déformer. Également, dans vos téléphones, vous avez des petits dispositifs, les accéléromètres, qui permettent par exemple de tourner votre téléphone pour le mettre en mode paysage, si vous regardez une vidéo. Et en fait, ces dispositifs sont constitués d'une pièce rouge qu'on voit ici, qui va se déformer, donc sous des effets mécaniques. Et en se déformant, elle va faire varier la charge électrique, qu'on voit ici, entre les deux pièces vertes. Et ça permet de tourner votre téléphone. Et enfin, un dernier exemple que vous connaissez sûrement tous, donc les éoliennes, qui sont constituées d'un solide, notamment les pales d'éoliennes, qui vont interagir avec l'air, notamment le vent, qui vient environner la pale d'éolienne. Et on va regarder d'un petit peu plus près cet exemple pour comprendre comment on modélise un problème multiphysique. Donc comme j'ai dit, on a deux physiques, d'un côté l'air, le fluide, et de l'autre côté le solide, donc la pale d'éolienne, qui est représentée en gris sur le schéma. Donc autour de cette pale, on a de l'air qui vient s'écouler, et cet air, il génère des forces sur la pale. Sauf qu'en venant appuyer sur la pale, il va du coup déformer la pale. Et les déformations de la pale vont également avoir un impact sur l'air, puisqu'en se déformant, l'écoulement autour de la pale va également être modifié. Sauf qu'en étant modifié, l'air va à nouveau générer des forces différentes sur la pale, les déformations vont être différentes, et ainsi de suite. Donc on comprend qu'il faut tenir compte à chaque instant des deux physiques, puisqu'elles interagissent entre elles. Et c'est vraiment important de pouvoir modéliser correctement ce comportement, parce que comme vous le voyez ici, si on ne le modélise pas correctement, on peut avoir des problèmes sur des cas réels d'éoliennes, où ici par exemple, les pales ont été complètement arrachées par le vent. Sauf que simuler un problème multiphysique, c'est pas aussi simple que ça y paraît. Quand on cherche à modéliser des problèmes monophysiques, donc par exemple seulement le problème fluide ou le problème mécanique, c'est assez facile. On peut mettre notre système par exemple sous cette forme-là, donc là ce serait si on regarde uniquement l'air, et les inconnus qu'on cherche, ce seraient les grandeurs U, donc ici à droite de KFF. De même pour le problème mécanique, on pourrait mettre notre problème sous une forme assez similaire et les résoudre d'un coup comme ça. Sauf que comme on l'a dit précédemment, on ne peut pas regarder chacun des problèmes séparément, puisqu'il y a une interaction entre l'air et la pale d'éolienne. Et donc, pour modéliser cette interaction, on va faire intervenir des termes qu'on appelle des termes de couplage, qui sont représentés en vert ici. Sauf que comme vous le voyez visuellement, ces termes de couplage, ils viennent augmenter grandement la taille de la matrice. Et donc, ce serait trop coûteux de résoudre d'un coup le problème multiphysique tel quel, comme on le ferait pourtant pour des problèmes monophysiques. Et c'est pour ça qu'on a recours à une autre méthode, la méthode dite latine, qui est assez adaptée à la résolution de problèmes multiphysiques. La philosophie de cette méthode, c'est de séparer les difficultés. Donc d'un côté, on va mettre tout ce qui concerne les problèmes monophysiques, le problème fluide et le problème solide. Et de l'autre côté, on va mettre tout ce qui concerne le couplage, les termes en vert qui étaient présents dans l'équation précédente. Et donc la solution de notre problème, c'est la solution qui vérifie toutes les équations à la fois, elle se situe juste ici. Et donc on va avoir d'un côté des solutions qui vérifient le problème fluide et le problème solide, mais auxquelles il manque l'information du couplage, et de l'autre côté des solutions qui vérifient le couplage, mais auxquelles il manque les informations relatives au fluide et au solide. Et tout l'enjeu, c'est d'aller correctement d'une solution à l'autre pour arriver petit à petit à la solution du problème qu'on a posé. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ta présentation. Alors, je remercie tout le monde pour avoir assisté aux présentations de l'amphi Simondon 2. Je rappelle que les votes, que vous pouvez voter jusqu'à 19h15 pour votre présentation préférée, présentation orale, présentation préenregistrée et poster.
Et je vous invite à rejoindre le hall Émy Notaire, là où ça y a les posters.